tes impressions après donc, cette marche? Alors mes impressions, moi je suis toujours assez impressionnée par la créativité dont on parlait tout à l'heure en termes de slogans, d'énergie aussi qu'il y a dans le peuple algérien et dans les soutiens qu'il y a un peu partout à l'international. Et c'est d'autant plus important d'avoir ces soutiens-là qu'on arrive dans une période, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on arrive dans une période où on va être de plus en plus en tension. On voit que les arrestations continuent à se multiplier, les détenus d'opinion du coup de fait aussi, et puis là de plus en plus de cas d'exaction des droits humains qui sont reportés, notamment de cas de torture lors d'arrestations qui sont reportés. Et donc il est extrêmement important de mettre une pression internationale aussi sur ce gouvernement militaire, pour que de fait on décrédibilise ce qui va aider aussi le peuple algérien dans la lutte magnifique qu'il est en train de faire. Donc moi j'étais très heureuse d'y être tout à l'heure, et puis voilà, de continuer aussi à mon échelle à pouvoir apporter un soutien international dans l'idée de la solidarité entre les peuples, que le peuple algérien connaît très bien, contrairement à ce que dit le pouvoir, parce que lorsqu'on y a été avec Mourad Takzout, donc qui est mon suppléant, voilà, bon, vous avez sûrement entendu parler qu'on a taxé ça d'ingérence de partout. Alors l'ingérence, quand c'est du côté de l'Espagne qui prend position pour le pouvoir de fait, ou de la Chine, là il n'y a pas d'ingérence, mais si lorsqu'on va en solidarité avec les peuples, là il y a de l'ingérence, et pour le coup c'est vraiment une insulte au peuple algérien qui a une longue histoire. Bon, Alger, la Mecque des révolutionnaires, la venue du Tché en 1963, le combat pour le peuple palestinien contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Donc le peuple algérien a aussi une longue histoire de solidarité entre les peuples, et pour le coup je pense qu'il est très important de le continuer, d'autant plus à un moment crucial comme celui que vit l'Algérie en ce moment. Merci. Et donc, Mathilde, tu as eu quand même le courage d'aller sur place. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, ne serait-ce que rapidement, ton voyage et surtout les intimidations que tu as eues avec effectivement Mourad? Donc effectivement, c'est avec Mourad qu'on avait imaginé ce voyage-là. Pour nous, il était important pour trois raisons. La première, c'est que en ce moment, bon, on a beaucoup de révolutions citoyennes ou de révoltes populaires qui ont lieu un peu partout dans le monde. Mais celle algérienne, ça existe quand même depuis déjà le 22 février, donc depuis longtemps, qui avait un mur du silence complet autour de cette révolution. Alors c'est un peu en train de bouger en ce moment, on pourra peut-être en discuter, mais il y a plus de médias qui en parlent maintenant, et c'est heureux, mais pendant tout un temps, en tout cas au départ où on a monté ce voyage-là, il y avait un mur du silence. Donc la première des choses, c'était un peu d'aider à briser ce mur du silence sur ce qui se passait en Algérie. Et puis la deuxième des choses, c'est que je pense que la révolution algérienne, dans ce qu'elle porte aussi des révolutions citoyennes du 21e siècle, était très importante pour nous aussi à comprendre, à analyser. Et du fait de ce silence, c'était important pour nous d'aller rencontrer directement les personnes qui sont engagées dans ce mouvement révolutionnaire, dans cette révolution du sourire, et d'essayer voilà, de comprendre ce qui était en train de se passer, de la manière dont ça se faisait, parce que quand même, dans cette révolution citoyenne, ce qui est assez incroyable, c'est notamment bon, l'intelligence du peuple de ne pas se diviser, ce qu'essaye de faire le pouvoir, et puis aussi d'être une révolution qui est pacifique, ce qui est quand même aussi une réappropriation de l'histoire, une réappropriation politique qui nous impressionne et nous intéressait beaucoup. Donc au départ, on a monté ce voyage comme ça, on devait y passer 6 jours, donc on était d'abord à Alger, pendant 2 jours, on a rencontré plusieurs responsables de partis progressistes, mais aussi le réseau de lutte contre la répression, notamment des avocats. Et puis après, l'idée c'était, on était invité par le maire de Chemigny pour aller faire un café littéraire d'ailleurs sur les révolutions citoyennes dans le monde. Et donc on part donc vers Béjaïa au départ. Donc bon, on fait les rencontres, c'est hyper intéressant les 2 premiers jours. Ensuite on part vers Béjaïa. Là on arrive à la fin de la marche des étudiants qui a lieu le mardi. Donc on s'arrête discuter avec quelques-uns, donc notamment des jeunes qui nous parlent des problèmes de chômage. Je me rappelle d'un jeune qui me disait qui était en couple avec une jeune femme, et il disait que comme cette jeune femme ne trouvait pas d'emploi, lui il était obligé d'en avoir 2 pour qu'il puisse vivre à peu près correctement. Enfin bon, on discute des problèmes de la vie quotidienne, puis là on remonte en voiture et on se fait arrêter contre le routier qui a l'air classique au départ, et là 2 flics qui arrivent, qui montent dans la voiture et qui nous disent maintenant on va au commissariat. Bon, on va au commissariat, on arrive devant
le service contre les trafics de stupéfiants. Bon. Et là, ils prennent Mourad à part en lui disant vous êtes franco-algérien, donc on vous prend à part. Et puis ils racontent n'importe quoi à Mourad, vos amis disent pas du tout la même chose. Et puis nous, on était de l'autre côté. Donc il y avait Elmi qui était avec nous et puis Catherine aussi. Et ils nous demandent ce qu'on fait là. Bon, technique assez classique jusqu'à l'heure. Bon, nous, on n'a pas caché d'ailleurs quand on a demandé les visas. Ils savaient très bien que j'étais députée France Insoumise. Donc ils se doutaient bien que j'allais pas juste aller cueillir des fleurs en Algérie, quoi. Bon, ils nous ont donné les visas. Bon, donc, on dit, écoutez, on vient rencontrer des gens, il n'y a pas de... Et puis, on n'avait pas du tout parlé de la conférence jusqu'à l'heure. Et au bout d'une heure et demie, donc Mourad, ils le font revenir avec nous, et puis au bout d'une heure et demie, ils nous disent, maintenant, vous êtes libres. Par contre, la conférence à Chemigny, ça va pas être possible. Bon, on dit, on note, qu'est-ce que vous voulez... Et puis, on s'en va manger, on sort de table... Et là, on croise deux personnes qui nous demandent si je suis la députée française, donc, et qui ostensiblement, après qu'on soit passé, nous suivent. Deux autres personnes qui ostensiblement dans une autre voiture nous suivaient, donc on était suivis par deux voitures. On s'arrête à des endroits pour voir un peu la place principale de Béjaïa, la place historique. Et là, à chaque fois qu'on passait à côté des policiers, ils disaient attention, ils sont passés. Enfin, bon, c'était vraiment... on était suivis de manière très flagrante, quoi. Et donc, on repart de Béjaïa donc pour aller vers Chemigny. Et là, on tombe dans un espèce de barrage routier donc, où ils filtraient les voitures. Et au moment où une autre voiture passe, ils nous mettent sur le côté. Et puis là, ils rouvrent et la circulation se refait de nouveau. Et là, de nouveau, on nous arrête. De nouveau, on nous donne aucune raison. On nous confisque nos passeports. Et là, ils nous disent, bon, bah maintenant, on va vous réescorter à Alger. Donc là, on leur dit, mais c'est hors de question, en fait, parce qu'on ne sait pas où vous allez nous emmener. Et puis, vous allez nous donner une raison de pourquoi vous nous arrêtez. Donc, ça prend des plombes. Moi, j'appelle le numéro spécial à l'ambassade au bout d'une heure, qui me dit, écoutez, les policiers algériens, c'est un peu spécial, on peut rien faire. Bon, voilà. Bon, tout ça dure 3h30. Entre-temps, le maire de Chemigny et un élu régional RCD, Reda, c'est quoi son nom, Reda déjà? Reda Boudra. Voilà, nous rejoignent. Et puis, bon, au bout de 3h30, finalement, on nous dit que de toute façon, il va falloir qu'on retourne à Alger, donc on retourne à Alger. Donc ça faisait 3h30 qu'on attendait. Ouais, tu voulais rajouter quoi, Mourad? Vous quittez la Kabylie. Voilà, on quitte la Kabylie. C'était ça les ordres. Et voilà. Et à chaque fois qu'on demandait pourquoi, ils nous disaient de toute façon, c'est des ordres qui viennent d'en haut, c'est des ordres qui viennent d'en haut. Bon, le maire de Chemigny décide de nous accompagner un beau bout de temps. On commence à partir sur la route, sauf que pas de chance, la route qu'ils voulaient prendre était bloquée par des habitants qui étaient en train de protester contre des attributions de logements sociaux qu'ils jugeaient pas justes, injustes, quoi. Donc finalement on prend une route et finalement on est obligé de passer par Chemigny alors qu'ils ne voulaient pas qu'on passe par Chemigny au départ. Donc on passe par Chemigny, là ils refusent absolument qu'on s'arrête. Bref, donc on continue, on est arrivé à 3h du matin quand même. La deuxième fois on s'est fait arrêter, il était 17h, hein, donc faut imaginer le voyage que ça a été. Un peu après Chemigny, le maire de Chemigny les oblige à nous arrêter pour qu'on puisse un peu manger et juste aller aux toilettes en fait. Donc on mange un peu, puis le maire de Chemigny repart, et ils nous refont une escorte, on continue. À 1h du matin, ils nous arrêtent de nouveau pendant 3/4 d'heure parce qu'il faut changer d'escorte, je sais pas quoi, enfin bon voilà. Et entre-temps, l'ambassade d'ailleurs, à qui on avait demandé d'être accueillis à l'ambassade, puisque ça se fait donc en territoire français, nous dit qu'ils ont une délégation et donc ça va pas être possible. Bon. Et donc on revient dans l'hôtel où on était avant, à 3h du matin, et les 4 policiers, à ce moment-là il n'y en avait plus que 4, parce qu'à des moments il y en avait 12 avec nous, pour vous dire à quel point on était dangereux, nous disent bon bah on va rester là et puis on vous reverra demain matin quoi. Et donc on dort un peu, et effectivement ils sont restés sous la fenêtre, et alors avec la question, quand on s'est relevé le matin, le consul qui m'avait dit qu'il m'appellerait le lendemain matin, ne m'appelait pas, j'ai essayé de le joindre, il ne me rappelait pas, et la question de savoir est-ce que si on sort de l'hôtel, on va juste être suivi de manière ostensible, bon et de toute façon on ne peut plus rencontrer personne parce qu'on les met en danger, mais à la rigueur on peut sortir, ou est-ce qu'on ne peut pas, et notamment du fait que Mourad est franco-algérien, on ne voulait pas mettre en danger aussi Mourad là-dessus. Donc on est en espèce de temps bloqué dans cet hôtel, dans une chambre de 9 mètres carrés à 4.
et a commencé à activer les réseaux un peu partout, à faire des communiqués de presse, Et le consul nous appelle, ça montre quand même l'effacement, je pense que c'est important quand même, l'effacement et le lien entre les oligarchies qui existent entre les deux pays quand même. Parce que le consul finit par m'appeler à 11h30, et puis me dit « Ah, si je viens à 14h, c'est bon pour vous ?» Donc nous, on était toujours bloqués dans notre hôtel, on ne pouvait pas sortir. On dit « Bah écoutez, si on n'a pas le choix, ok pour 14h. » Il dit « C'est bon, vous avez à manger dans l'hôtel ?» On dit « Non, il n'y a pas à manger dans l'hôtel. » Bon bah écoutez, je vais aller déjeuner, et puis à 14h, j'arriverai quoi. C'était fort sympathique. Donc entre-temps, bon, en France, ça continue à bouger. Notamment Jean-Luc Mélenchon fait une conférence de presse improvisée pour dire « Bon, maintenant, vous les laissez sortir. » Et finalement, quand il arrive à 14h, on lui dit écoutez, de toute façon là on peut plus faire ce pourquoi on était venu, de toute façon on va repartir, ça sert à rien de... Et là du coup bon, on a pu repartir vers je sais pas 19h, je sais même plus parce que ça a bougé l'heure. Mais voilà, enfin en tout cas on est resté bien 24 heures sur surveillance étroite, dirons-nous. Et bravo d'avoir résisté à toutes ces intimidations. Donc voilà, certainement qu'il y aura des questions à propos de ce voyage. J'aimerais que tu nous dises un mot sur l'un de tes combats, on va dire peut-être essentiel, le combat écologique aujourd'hui, en France et dans le monde. Alors effectivement, bon, le combat écologique, c'est bon, le combat du 21e siècle, c'est le défi majeur auquel nous devons faire face. Et je pense que pour le coup, l'écologie, à la fois, si on a un nombre de rapports absolument terribles qui s'amoncellent à chaque fois sur à quel point ce changement climatique et cette urgence écologique s'aggravent, et même pire d'ailleurs que ce que les scientifiques avaient prévu, je pense que l'urgence écologique, elle porte aussi un horizon d'avenir heureux. Et moi, je pense que ça, c'est un des points extrêmement importants. Parce que l'urgence écologique, concrètement, d'où vient-elle ? C'est pas, tout le monde n'est pas responsable de la situation dans laquelle nous sommes. Les premiers responsables, ce sont 90 multinationales, généralement d'énergie fossile et de béton, qui sont responsables depuis 1850 de la moitié de la hausse des températures qu'on observe déjà et de 30% de la montée des mers. Et on est dans une situation aujourd'hui où les 10% les plus riches émettent 50% des émissions de CO2. Donc la crise écologique, l'urgence écologique, elle vient directement de l'urgence sociale. Et elles sont indissociables à la rigueur pour y répondre. Et je pense que l'écologie aujourd'hui, elle redéfinit tout le champ politique. Elle redéfinit le champ politique. Alors je suis désolée, je vais le dire un peu de manière directe, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut aussi l'entrepercevoir, entre ceux qui sont favorables à la survie de l'humanité et ceux qui sont partisans de la mort de l'humanité. Alors jamais personne vous dira, moi je veux que l'humanité crève. Jamais. Alors du coup, ils mettent plein de choses. Alors il y en a qui nient complètement l'existence d'un problème écologique, ça c'est plutôt Trump, Bolsonaro. Et puis après, il y a tous ceux qui, comme Macron, font un espèce d'appareillage autour de ça pour dire il faut y aller par petits pas, il faut verdir un peu le système économique pour que tout continue comme avant mais avec un petit peu d'apparence verte, la France toute seule ne peut rien faire, etc., etc. Donc ça, tout ça c'est en fait des discours où finalement quand on regarde ce qui se passe avec notamment Emmanuel Macron depuis 2 ans et demi, finalement, en fait, on continue un système où, notamment, quand on regarde leur bilan, bon, ils continuent le glyphosate, donc pour les profits de Monsanto, on accepte qu'on empoisonne absolument toute la société française. Ils continuent avec le libre-échange, qui est une absurdité et d'un archaïsme absolu, donc de continuer à faire que des marchandises traversent et déménagent d'un côté et de l'autre de la planète. Juste quand même, je pense, un exemple qui est très frappant sur cette question du libre-échange, c'est l'accord qu'est en train de négocier l'Union européenne avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Concrètement, nous, on enverrait des voitures là-bas. Donc c'est juste pour faire un débouché de sortie à l'économie allemande. Mais c'est une absurdité de faire des milliers de kilomètres à des voitures. Mais bon, on enverrait des voitures. Mais le pire, c'est ce qu'ils nous renverraient, nous. Nous, ils nous renverraient du lait en poudre. Ou des moutons peut-être, mais du lait en poudre, alors que l'Europe est en surproduction laitière et que les producteurs de lait n'arrivent pas à vivre correctement et dignement de leur travail. Et concrètement, l'écologie, c'est une lutte en fait. C'est une lutte pour dire, il va falloir arrêter avec ce monde pourri où il y a 26 milliardaires qui détiennent autant que la moitié de l'humanité. Et c'est une lutte pour dire, la lutte écologiste, elle passe forcément, par le partage des richesses,
Et deux, par la souveraineté du peuple et par le choix et le droit de décider de son avenir. Parce que concrètement, dans la lutte écologiste, la question c'est, est-ce que c'est Total, Vinci et les autres qui vont décider de notre avenir et à qui on donne tous les privilèges qui vont décider pour nous, ou est-ce que c'est le peuple qui va redécider? Et concrètement, si on revient et si on fait des ponts avec l'Algérie, ce qui se passe, le combat contre Total, quand vous voyez des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue contre Total, c'est exactement ça. Parce que Total, concrètement, avec cette histoire de gaz de schiste dans le sud algérien, c'est quand même, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en jeu? La deuxième réserve au monde d'eau douce. Donc ça, c'est une question de commun, de choses qui mettent en jeu la survie du vivant en tant que tel. C'est même pas l'espèce humaine, c'est du vivant. Et donc, si on veut, à un moment, pouvoir avoir juste une possibilité de vie digne pour notre génération et les générations à venir, il va falloir justement remettre à plat tout ça et reprendre le pouvoir à ces gens qui sont en train de nous voler notre avenir. Donc, pour le coup, quand je dis que l'écologie, c'est aussi un horizon d'avenir heureux, c'est parce que justement, cette urgence, ça va nous forcer à faire une bifurcation. Et si on arrive à faire cette bifurcation, si on arrive à leur reprendre le pouvoir, parce que nous sommes bien plus nombreux qu'eux, parce que la majorité sociale des pays et des peuples en général a intérêt à ça, alors ça veut dire des millions d'emplois créés pour des emplois qui sont socialement et écologiquement utiles, ça veut dire refaire du lien entre les gens, et ça, et ça crée tout un horizon aussi de dire on arrête avec les systèmes complètement morts, qui sont en train d'essayer de perdurer et qui sont en train de s'essouffler et de tomber complètement à plat. Et justement, donc en France, il y a une grève qui s'annonce, c'est cette semaine. Alors, à quoi va-t-elle aboutir, à ton avis? Est-ce que ça va changer un peu la configuration politique de la France, ou bien est-ce que ça sera une grève de plus? Non, je pense pas que ça va être une grève de plus, parce que là, il y a quand même une convergence d'énormément de secteurs sur cette date du 5. Alors le 5 seul ne suffira pas, c'est évident. La question après de la suite, elle est extrêmement importante. Mais le 5, c'est quand même une cristallisation de beaucoup des colères qui se sont accumulées dans le pays. Parce que quand même, on est face à un président dont aucun secteur ne salue l'action. Je prends un exemple, les féminicides par exemple en France. Les féminicides, c'est normalement un sujet sur lequel toute la République devrait pouvoir se réunir. Et toute la République devrait pouvoir dire, mettons les moyens pour qu'on arrête que des femmes dans notre pays meurent à cause du machisme, du patriarcat, etc. Et concrètement, même là-dessus, on n'y arrive pas. Même là-dessus, ils mettent 1 million quand toutes les associations, l'Espagne l'a fait d'ailleurs, quand toutes les associations disent qu'il faudrait mettre 1 milliard. Donc aucun des secteurs aujourd'hui ne salue l'action que fait Emmanuel Macron. Et pire que ça, Emmanuel Macron n'écoute absolument personne. Et il n'écoute absolument personne, que ce soit les députés d'opposition, que ce soit les associations, que ce soit les professionnels, que ce soit les citoyens et citoyennes, quel que soit le nombre d'ailleurs qui soit dans la rue. Et alors qu'est-ce qu'il leur reste pour continuer ce système-là? La seule chose qu'il leur reste, c'est la force. Et moi, j'attire quand même votre attention sur quelque chose. C'est quand même incroyable que dans un pays comme la France, on arrive à avoir des manifestations gilets jaunes avec autant de blessés, autant de personnes incarcérées et autant de personnes qui perdent un œil. Et aujourd'hui, c'est en train de devenir quelque chose de globalisé. La campagne de la peur contre les soulèvements, contre la dignité des gens qui demandent justement un autre avenir, elle arrive sur ce point-là de manière très forte, et notamment sur cette question de la peur avec « on éborgne les gens ». Parce que là, on m'a dit très récemment qu'en Algérie, ça a commencé, mais je vous invite à regarder quand même le cas du Chili. Au Chili, il y a déjà 300 personnes qui se sont fait éborgner. Et à qui ils demandent de l'aide pour ça? À la police française. La police française est en train d'aller voir la police chilienne, justement pour leur apprendre des techniques, et notamment le fait de viser dans la tête des gens, c'est une des techniques qu'on apprend et qui est là pour faire peur. Et alors, toute la question, elle est là. C'est de savoir, est-ce qu'ils ont fait assez peur aux gens pour que les gens n'arrivent plus à sortir, ou est-ce que justement la colère, elle est trop grande et la détermination est trop grande, et que justement on arrivera à faire reculer ce gouvernement? Parce que moi je pense que la première des choses qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à faire reculer ce gouvernement sur des choses qui sont clés, et notamment la question de la réforme des retraites qui pour le coup va impacter absolument tout le monde en faisant travailler tout le monde plus longtemps et en baissant le niveau des pensions. Donc je pense que cette date du 5, elle est assez cruciale si on arrive bien à imaginer la suite derrière, pour faire reculer ce gouvernement et dire maintenant ça suffit, vous arrêtez de gouverner juste pour vos petits intérêts privés et vos amis les plus riches, et vous vous rappelez que vous êtes le président de tous les Français et de toutes les Françaises normalement.
il y a des liens historiques et encore extrêmement forts entre les deux oligarchies, que ce soit l'oligarchie française et l'oligarchie algérienne. Et pour le coup, la réaction, la non-réaction pratiquement de l'ambassade lorsqu'on était en Algérie, c'est aussi une preuve de ça. Normalement, on n'a pas un effacement aussi grand de la diplomatie française lorsque une parlementaire d'opposition, ou pas d'opposition, mais une parlementaire est dans un pays étranger. Donc je pense qu'il y a des liens extrêmement forts entre les oligarchies et qui fait que la France n'a pas envie, enfin la plupart de l'oligarchie française n'a pas envie de déplaire à l'oligarchie algérienne. Et puis la deuxième des choses, c'est que la France, sous différentes formes, quand je parlais de Total, trouve son intérêt aussi à avoir un pouvoir militaire comme celui-ci. Quand on regarde la loi hydrocarbures qui a été faite, c'est aussi ça. Et donc, voilà, moi je pense que ce silence, il s'explique comme ça. Après, les choses, elles peuvent bouger quand même. Et il va falloir sacrément les bouger, les autres, parce que les autres doivent prendre position aussi. Parce que, ok, il y a le gouvernement, il y a les marcheurs, mais il y a aussi d'autres partis politiques en France. Et je pense qu'on peut, notre rôle à nous, c'est aussi de les bousculer là-dessus pour qu'ils prennent position dessus. Et puis, notamment, là en ce moment à l'Assemblée, on est en train de déposer une résolution sur le soutien à la révolution du sourire en Algérie. On va voir qui va la signer. On va voir si elle va passer. Ça va être un bon signe. Bon, là j'ai résumé un peu la question. Non, la première des choses, c'est quand même de dire que Jean-Luc Mélenchon a fait 20% aux dernières élections présidentielles, et c'est évident qu'ils ne nous laisseront jamais arriver au pouvoir de manière tranquille et sans faire aucun... sans opposer de résistance derrière. Et pour le coup, sur Jean-Luc Mélenchon, mais en général sur la France Insoumise, il y a quand même une résistance du système qui est extrêmement grande. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, Marine Le Pen est passée en procès. Est-ce que vous en avez entendu parler? Absolument pas. Par contre, très peu. Hein. Non, il n'y avait pas toutes les télés. Je rappelle quand nous, on était sur une question de 17 perquisitions d'un coup, ce que jamais un parti politique ou mouvement politique n'a eu. Jamais, nous on a eu toutes les chaînes en continu qui nous traînaient dans la boue toute la journée. Donc il y a un dénigrement du fait que y a une peur en fait que Jean-Luc Mélenchon ou que la France Insoumise puisse arriver, parce que évidemment que ça va mettre à mal les intérêts, et notamment les intérêts des forces de l'argent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je pense que contrairement notamment au présidentiel, il y a une des choses sur lesquelles on a beaucoup avancé, c'est qu'à l'élection présidentielle, une des choses sur lesquelles on nous interpellait tout le temps, c'était de dire « Ah mais Jean-Luc Mélenchon, vous allez gouverner avec qui? Vous êtes tout seul ». Bien, nous sommes depuis 2 ans et demi 17 parlementaires à l'Assemblée nationale. Et moi j'aime bien dire ça parce que je pense que c'est très important. Depuis 2 ans et demi, une des choses qu'on a réussi à prouver avec le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'on porte, et c'est très bien, c'est la démocratie de critiquer ce qu'on porte, là-dessus il n'y a aucun problème, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous on est arrivé avec un groupe de 17, notamment avec Caroline Fiat, qui est la première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale à être élue députée, avec Jean-Hugues Grattenon, élu de La Réunion, qui était au RSA Activité avant, avec Adrien Quatennens qui travaillait dans un call center avant. Et j'aime bien mieux vous dire que moi j'avais 28 ans, j'étais une jeune femme de 28 ans quand j'ai été élue pour la première fois. J'aime mieux vous dire qu'on nous a regardé avec beaucoup de mépris au départ, mais vraiment beaucoup. Moi je vous le dis juste pour la petite anecdote, parce que c'est... Quand moi j'ai fait mon premier discours à l'Assemblée nationale, je descends de la tribune et on me dit « Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit ton discours ?» Mais bien évidemment, enfin, parce que voilà, n'ayant sûrement pas de cerveau du fait de mon âge et de mon sexe, bon voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, une des choses qu'on a réussi à faire en 2 ans et demi, c'est de prouver par les faits que tout le monde pouvait faire de la politique et qu'on n'était pas obligé d'avoir fait, que c'était pas réservé à certains. Et pour le coup, et je vous le dis avec la violence que ça crée aussi, parce que par exemple quand je parle de Caroline Fiat, qui est du coup une députée qui fait énormément, notamment dans la défense des soignants, Caroline Fiat, au départ, par exemple, ne pas comprendre tous les mots qu'on vous dit, aller en interview et ne pas comprendre forcément ce que le journaliste vous dit, c'est d'une violence extrêmement forte. Et bien Caroline Fiat, elle tient ça,
et elle montre à tous les autres qu'elle peut être une meilleure députée pour l'intérêt général que tous ceux qui ont fait les études de je ne sais pas quoi et qui sont censés être celles et ceux qui peuvent faire de la politique. Et pour le coup, la réappropriation politique, elle est extrêmement importante parce qu'on a dégoûté les gens de la politique. On les a dégoûtés comment? En tenant pas leurs promesses, ça c'est ce qu'ont fait beaucoup de politiques, et puis aussi en technicisant la politique. Ah mais il faut comprendre ça pour faire de la politique. Bah non. Bah non. Et c'est ça qui est beau dans ce qui se passe en Algérie aussi. C'est justement la réappropriation par tout le monde de la politique. Et de dire arrêtez de nous voler la politique en l'expertisant, en la réservant à certains experts et en disant tout le monde doit pouvoir dire des choses sur comment est-ce qu'on vit ensemble. Et pour le coup, pourquoi je disais ça sur le groupe, c'est parce que maintenant on est au moins 17 visages à le faire, plus les 6 maintenant au Parlement européen. Et du coup, on n'aime pas comment porte Jean-Luc Mélenchon les choses, mais vous avez le droit, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on a quand même un programme qui a été travaillé avec des experts, qui a été travaillé avec des associations, avec des citoyens et des citoyennes. Et qu'on porte, je pense, en tout cas dans notre groupe, de manière très différente chacun et chacune. Et nous, quand on dit une question de fédérer le peuple, c'est sur cette question-là. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours dit, moi, ce que je propose au pays pour sortir par le haut de cette situation, c'est la question de la constituante. On se pose et on réécrit ensemble les règles du jeu. Et ben voilà, cette question de la 6ème République, c'est une proposition qu'on met sur la table. Et puis, on n'aime pas Mélenchon, on aime bien Mélenchon, ben, libre à chacun et chacune. Mais pour le coup, je pense que la France Insoumise, sur la question des idées, elle fait le travail. Elle fait le travail d'amener les luttes dans l'Assemblée nationale, elle fait le travail... de proposer des choses au pays qui ensuite sont discutées. Le référendum d'initiative citoyenne que portent les Gilets jaunes, c'est quelque chose qui était dans notre programme et qu'on continue à porter. Et qui aussi infuse sur des choses. Donc on sème nos graines et puis après, c'est la démocratie, chacun choisit. Hein. Déjà, on a été à Alger aussi et l'idée c'était de revenir après à Alger, re-rencontrer d'autres personnes. Mais pourquoi Béjaïa? Déjà, parce que moi je voulais rencontrer des familles de détenus. Et bon, bah c'est pas de mon fait, mais il y a beaucoup de familles, enfin de détenus qui viennent de Kabylie, et donc pour nous c'était assez logique d'y aller. La deuxième des choses, c'est que j'avais une invitation pour faire ce café littéraire sur les révolutions citoyennes dans le monde, donc c'était une deuxième raison pour y aller. Et puis peut-être que la troisième aussi, c'est que Mourad étant lui-même originaire de Bougie et d'Autour, c'était aussi voilà, des liens qui y avait et qui existait. Donc voilà pourquoi on voulait aller aussi à Béjaïa, à Chemigny et aller en Kabylie. La deuxième des choses sur la couverture des médias, la première des choses c'est de dire déjà que c'est extrêmement dur pour les médias d'aller en Algérie aujourd'hui. Hein. Les médias étrangers, c'est très dur d'aller couvrir ça. La deuxième des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les liens entre les oligarchies françaises et algériennes qui font que certains médias jusqu'il y a peu ne parlaient absolument pas de ce qui se passait en Algérie. Et puis parfois aussi la manière dont couvrent les médias, ce n'est jamais une manière qui est neutre. Ayant des médias français qui, pour 90% d'entre eux, sont détenus par 9 milliardaires, il y a parfois une colère contre ce qui se passe aussi dans les médias. Et je pense que pour le coup, beaucoup de gens comprennent, je pense que c'est la même chose en Algérie aussi, mais beaucoup de gens, par exemple, avec les Gilets jaunes, ont compris d'un coup ce que ça voulait dire le pouvoir médiatique. Et justement les mensonges qui pouvaient être transmis aussi par ce pouvoir médiatique à l'occasion de ces manifestations. Et que pour le coup, c'est aussi des moments de conscientisation extrêmement forts du peuple, de comprendre que, d'essayer de détourner aussi ce pouvoir médiatique on va dire des médias affiliés aux milliardaires et à l'oligarchie en général. Et une des voies de détournement qui est la plus utilisée, c'est les réseaux sociaux. Et pour le coup, les réseaux sociaux dans le déclenchement et dans l'organisation des révolutions citoyennes, elles jouent un rôle extrêmement important. Parce que c'est justement un endroit d'espace de liberté et à des endroits, alors en France on n'en est pas là non plus, hein, mais reste un espace de liberté comme on n'en a plus beaucoup dans les médias français. Et donc je pense que c'est ça qui explique notamment la question de la couverture média, même si encore une fois je le disais, on en parlait tout à l'heure avec Mourad, mais sur la question des médias, je trouve que c'est un peu en train de changer en ce moment, que ça soit avec la résolution qu'il y a eu à l'Union européenne, mais bon,
on disait quoi, il y a 5 semaines que Le Monde il commence à faire des articles vraiment réguliers dessus. Il y a Brut là qui a été interviewé des jeunes, qui est quand même quelque chose qui est beaucoup vu. Enfin bon, il y a des choses qui sont en train de bouger, je trouve, et d'ouvrir justement le mur du silence qui jusqu'alors existait. Sur invitation à Kabylie, si on avait été ailleurs, est-ce qu'on nous aurait demandé de partir? Bon, je pense que oui. Alors bon, non, bon, je pense que le café littéraire, effectivement, c'était un prétexte pour pas nous laisser continuer à parler avec des gens. Et puis il se trouve que je pense qu'il y a une des choses qui a joué, c'est que ils ont un peu cru qu'on allait faire un voyage lisse, quoi, qu'on allait parler avec quelques personnes et puis c'était à peu près tout. Et bon, ils se sont rendus compte que ça allait pas tout à fait être la tonalité du voyage. Peut-être spécifiquement en Kabylie parce que ça bouge beaucoup en Kabylie. Mais en vrai, je pense qu'ils nous auraient pas laissé, d'ailleurs ils nous ont pas laissé à Alger non plus continuer dans des conditions qui étaient sereines pour des rencontres politiques, quoi. Donc bon, je pense qu'ils ont pris un prétexte pour nous faire partir du pays. Et sur la question des interdictions, effectivement, donc les cafés littéraires sont interdits, ça c'est aussi une des manières qu'on fait que les gens puissent plus discuter. Les manifestations d'ailleurs sont interdites aussi à Alger depuis un bon moment. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas condamné ça avant? Alors si, déjà il y a eu des condamnations, mais la France Insoumise elle existe que depuis 2016. Mais depuis 2016, et bon, avant, il y avait d'autres formes avant, que c'était pas tout à fait les formes France Insoumise, mais il y avait d'autres formes qui se sont déjà exprimées dessus. Et puis, il y a quand même des militants, quand même Mourad par exemple, qui est quand même engagé depuis très longtemps sur cette question-là, qui les dimanches... Comment ? Je dirais 2 mots tout à l'heure. Ouais, voilà, tu diras 2 mots avec grand plaisir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça... Y compris mon voyage en Algérie, il sort pas non plus de nulle part en fait. Il sort d'engagement aussi d'hommes et de femmes qui sont à la France Insoumise, mais qui militent depuis longtemps sur cette question-là, quoi. C'est pas juste moi, Mathilde Panot. Il y a vraiment un travail collectif aussi sur cette question-là. Donc voilà, ça c'était la première des choses. Moi, je me suis déjà exprimée plusieurs fois sur l'inquiétude que j'avais face à la répression qui était utilisée contre les manifestants, contre les personnes qui juste émettaient une opinion, donc évidemment moi je ne suis pas d'accord à ce qu'on continue avec des militaires qui vont en face de gens. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'en Algérie on continue à avoir un pouvoir militaire et non civil. Et voilà, ça je le dis plusieurs fois. C'est souvent une question qu'on nous a posée. Alors déjà on a été à Alger aussi et l'idée c'était de revenir après à Alger re-rencontrer d'autres personnes. Mais pourquoi Béjaïa? Déjà parce que moi je voulais rencontrer des familles de détenus. Et bon bah c'est pas de mon fait, mais il y a beaucoup de familles, enfin de détenus qui viennent de Kabylie, et donc pour nous c'était assez logique d'y aller. La deuxième des choses, c'est que j'avais une invitation pour faire ce café littéraire sur les révolutions citoyennes dans le monde, donc c'était une deuxième raison pour y aller. Et puis peut-être que la troisième aussi, c'est que Mourad étant lui-même originaire de Bougie et d'Autour, c'était aussi voilà des liens qui y avait et qui existaient. Donc voilà pourquoi on voulait aller aussi à Béjaïa, à Chemini et aller en Kabylie. La deuxième des choses sur la couverture des médias, bon, la première des choses, c'est de dire déjà que c'est extrêmement dur pour les médias d'aller en Algérie aujourd'hui. Hein. Les médias étrangers, c'est très dur d'aller couvrir ça. La deuxième des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les liens entre les oligarchies françaises et algériennes qui font que certains médias, jusqu'il y a peu, ne parlaient absolument pas de ce qui se passait en Algérie. Parfois aussi, la manière dont couvrent les médias, ce n'est jamais une manière qui est neutre. Ayant des médias français qui, pour 90% d'entre eux, sont détenus par 9 milliardaires, il y a parfois une colère contre ce qui se passe aussi dans les médias. Et je pense que pour le coup, beaucoup de gens comprennent, je pense que c'est la même chose en Algérie aussi, mais beaucoup de gens, par exemple, avec les Gilets jaunes, ont compris d'un coup ce que ça voulait dire le pouvoir médiatique. Et justement les mensonges qui pouvaient être transmis aussi par ce pouvoir médiatique à l'occasion de ces manifestations. Et que pour le coup, c'est aussi des moments de conscientisation extrêmement forts du peuple, de comprendre que, d'essayer de détourner aussi
ce pouvoir médiatique on va dire des médias affiliés aux milliardaires et à l'oligarchie en général. Et une des voies de détournement qui est la plus utilisée, c'est les réseaux sociaux. Et pour le coup, les réseaux sociaux dans le déclenchement et dans l'organisation des révolutions citoyennes, elles jouent un rôle extrêmement important. Parce que c'est justement un endroit d'espace de liberté. Et à des endroits, alors en France on n'en est pas là non plus, hein, mais reste un espace de liberté comme on n'en a plus beaucoup dans les médias français. Et donc je pense que c'est ça qui explique notamment la question de la couverture média, même si encore une fois je le disais, on en parlait tout à l'heure avec Mourad, mais sur la question des médias, je trouve que c'est un peu en train de changer en ce moment, que ça soit avec la résolution qu'il y a eu à l'Union européenne, mais bon il y a... On disait quoi, il y a 5 semaines que Le Monde il commence à faire des articles vraiment réguliers dessus. Il y a Brut là qui a été interviewé des jeunes, qui est quand même quelque chose qui est beaucoup vu. Enfin bon, il y a des choses qui sont en train de bouger, je trouve, et d'ouvrir justement le mur du silence qui jusqu'alors existait. Sur invitation à Kabylie, si on avait été ailleurs, est-ce qu'on nous aurait demandé de partir? Bon, je pense que... oui, alors, bon. Non, bon, je pense que le café littéraire, effectivement, c'était un prétexte pour pas nous laisser continuer à parler avec des gens. Et puis il se trouve que je pense qu'il y a une des choses qui a joué, c'est qu'ils ont un peu cru qu'on allait faire un voyage lisse, quoi. Qu'on allait parler avec quelques personnes et puis c'était à peu près tout. Et bon, ils se sont rendus compte que ça allait pas tout à fait être la tonalité du voyage. Peut-être spécifiquement en Kabylie parce que ça bouge beaucoup en Kabylie. Mais en vrai, je pense qu'ils nous auraient pas laissé, d'ailleurs ils nous ont pas laissé à Alger non plus continuer dans des conditions qui étaient sereines pour des rencontres politiques, quoi. Donc bon, je pense qu'ils ont pris un prétexte pour nous faire partir du pays. Et sur la question des interdictions, effectivement, donc les cafés littéraires sont interdits, ça c'est aussi une des manières qu'on fait que les gens puissent plus discuter. Les manifestations d'ailleurs sont interdites aussi à Alger depuis un bon moment. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas condamné ça avant? Alors si, déjà il y a eu des condamnations, mais la France Insoumise elle existe que depuis 2016. Mais depuis 2016, et bon, avant, il y avait d'autres formes avant, que c'était pas tout à fait les formes France Insoumise, mais il y avait d'autres formes qui se sont déjà exprimées dessus. Et puis, il y a quand même des militants, quand même Mourad par exemple, qui est quand même engagé depuis très longtemps sur cette question-là, qui les dimanches... Comment? Je dirais 2 mots tout à l'heure. Ouais, voilà, tu diras 2 mots avec grand plaisir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça... Y compris mon voyage en Algérie, il sort pas non plus de nulle part en fait. Il sort d'engagement aussi d'hommes et de femmes qui sont à la France Insoumise, mais qui militent depuis longtemps sur cette question-là, quoi. C'est pas juste moi, Mathilde Panot. Il y a vraiment un travail collectif aussi sur cette question-là. Donc voilà, ça c'était la première des choses. Moi je me suis déjà exprimée plusieurs fois sur l'inquiétude que j'avais face à la répression qui était utilisée contre les manifestants, contre les personnes qui juste émettaient une opinion, donc évidemment moi je ne suis pas d'accord à ce qu'on continue avec des militaires qui vont en face de gens. Évidemment que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'en Algérie on continue à avoir un pouvoir militaire et non civil. Et voilà, ça je l'ai dit plusieurs fois. Mourad, il voulait juste faire prendre la parole. Sur l'arrestation de fait et le voyage, comme l'a dit Mathilde, je pense que le pouvoir algérien a été surpris quand même de la tournure qu'a pris le voyage. Jusqu'à présent, c'est aussi ça la nouveauté de la situation, c'est-à-dire que globalement, vis-à-vis de l'Algérie, plus largement de l'Afrique du Nord, en particulier de l'Algérie et du Maroc, la réaction, la solidarité avec les forces démocratiques au sens large qui travaillent, qui combattent dans ces pays-là, elle n'est pas au niveau. Elle était quand même assez... on va revenir sur le RIF. Le RIF, par exemple, Mathilde, là encore, est peut-être la seule députée française à s'être engagée sur le RIF depuis l'émergence du mouvement populaire là-bas. Et il y a un grand silence. Et c'est pas dire grand-chose que de constater que c'est loin d'être suffisant comme réaction des forces démocratiques au sens large vis-à-vis de ces peuples-là. Et l'une des victoires, l'un des
pas que fait faire le mouvement populaire depuis le mois de février, c'est qu'il oblige... Alors, les raisons pour lesquelles les gens ne bougent pas sont multiples. Hein. Il y a des liens historiques, il y a des illusions qui sont faites sur l'Algérie. Il y a encore des gens, j'ai fait une réunion il y a pas longtemps, des gens, des braves types, hein, des braves gens, des braves militants qui sont encore dans les balivernes de l'Algérie anti-impérialiste, etc. Donc, il y a des retards, il y a les malhonnêtes, il y a des gens qui ont des relations, mais il y a aussi des retards de prise de conscience, etc. Et l'un des apports et l'une des avancées qu'apporte la révolution du sourire, le mouvement populaire depuis le mois de février, c'est d'obliger les uns et les autres à comprendre et à s'intéresser, à se solidariser. Donc ce voyage, il vient aussi de ça. C'est nouveau, c'est-à-dire que il y a un an ou deux, c'était inconnu. Les gens, et comme tu dis, des arrestations, des trucs, ça s'est jamais arrêté. Ça. Et donc c'est aussi ça. Après, on ne peut pas refaire l'histoire, c'est-à-dire que on peut reprocher aux gens d'avoir pas fait, on peut leur dire, mais maintenant que les choses ont avancé, il faut pousser pour que d'autres solidarités s'expriment, etc. Il y a eu, pour l'instant, 3 parlementaires en France qui ont pris des positions, au-delà des prises de photos à la République au tout début du mouvement. Il y a 3 parlementaires en France qui ont avancé, Mathilde, il y a un député centriste, un sénateur centriste, et puis maintenant Glucksmann au Parlement européen. C'est bien, mais c'est nettement, il va falloir aller encore plus fortement et pousser, etc. Et même, il y a eu des choses à la fête de l'UMA, il y a des choses, mais il y a beaucoup de manques sur lesquels on pourrait revenir. Et le mouvement populaire algérien, il met tout le monde dans le devoir de se positionner, d'avancer. Donc ça, c'est une des choses. Sur le voyage en lui-même, pour revenir, il voyait un voyage lisse. C'est-à-dire que quand on a demandé les visas, on a demandé des visas le plus normalement du monde. Mathilde l'a dit tout à l'heure, elle est connue, députée, on a apporté... Et il y avait 2 cases pour demander le visa, c'est touristique ou affaires. T'es touristique, on ne fait pas de business. Donc, il n'y avait pas politique au milieu. Donc. Mais la personne du consulat m'a demandé si on voulait être accueilli officiellement et tout. On lui a dit non. Donc eux, et il y en a des voyages, je suis sûr qu'il y a peut-être encore eu des voyages récemment de personnalités françaises sous le officiel et tout. Donc, et ils ne se sont pas imaginés effectivement que le voyage allait prendre cette tournure-là. C'est pas naïf non plus, ça aussi c'est un des trucs. Mais les 2 premiers jours, à l'issue du 2e jour, Mathilde a fait je vous invite à le lire, ça a été repris par des journaux d'avant-garde, je vois, avait fait un espèce de, comment on appelle ça, comme un poste, comme le journal de voyage, qui était plus que clair sur la situation, quoi. Les dénonciations, on avait vu des gens, les avocats des jeunes de Souci, tout ça. Donc, donc ça, je pense qu'ils étaient en éveil. Après, évidemment, quand on va... moi, je parle à titre personnel. Pourquoi vous n'avez pas été... vous avez été en Kabylie et à Béjaïa. Et pourquoi il y a pour renverser, pourquoi dans ce cas-là, Béjaïa la Kabylie, c'est pas l'Algérie, Béjaïa c'est pas l'Algérie. Pourquoi? Non, mais les gens qui nous posent toujours cette question-là. Donc, on est allé dans un endroit où c'est bien connu, il y a un mouvement populaire des plus conséquents. Donc, on a été voir ces gens-là, on a été rencontrer ces gens-là. Quand ils nous ont arrêtés, effectivement, pour revenir aux choses, ils nous ont dit, vous quittez la wilaya et vous allez directement sur Alger, ordre d'en haut. Et à Alger, même ça c'était un mensonge en vérité, on verra ce que vous pourrez faire. Mais sauf qu'ils nous ont mis, comme l'a dit Mathilde, des policiers devant et derrière l'hôtel, donc il n'y avait plus de marge de manœuvre pour faire de la politique, pour rencontrer les gens, etc. Donc, après, c'est la dictature d'une part, qui est un traitement spécifique qui est réservé à la Kabylie. Ça serait être un menteur que de dire le contraire, donc ça c'est clair. Mais je pense sincèrement que même ailleurs, si en portant, on envisageait, on avait hésité à aller à Oran après, etc., si ils n'auraient pas apprécié non plus, parce qu'on n'était pas venus pour faire la brosse. Mais évidemment qu'il y a on va pas dire, qu'il y a un rapport particulier qui est fait, il y a une pression particulière qui est faite à la Kabylie, qui est à la hauteur de la puissance du mouvement populaire dans cette région-là. C'est aussi simple que ça. Les gens parlent aujourd'hui même de stigmatisation de la Kabylie, des militants, de partis nationaux, etc. Voilà. Merci Mourad.
Résolution au Parlement européen, en tout cas ce qui est sûr et que vous pouvez regarder, c'est que la France Insoumise l'a bien évidemment voté, donc a pris position sur cette question en votant pour la résolution. Donc là-dessus, il n'y a, je pense, aucune ambiguïté. Moi, tout ce que je sais, c'est que ce qui a permis de débloquer vraiment la situation, enfin en tout cas c'est ce que je crois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au bout d'un moment, quand il était 15 h, a décidé, juste avant les questions au gouvernement, quand il y a toute la presse qui est là aux 4 colonnes de l'Assemblée nationale, de faire une conférence de presse improvisée, et c'est là que des choses se sont débloquées. Le 10 novembre. Cette marche, elle arrive dans un moment où il vient d'avoir un attentat contre une mosquée dans le sud de la France. Attentat qui, heureusement, n'a pas fait de mort, mais a fait 2 personnes blessées. Il n'y a jamais eu en France d'attentat sans réaction populaire. Jamais. Et je pense que le pire aurait été qu'il n'y ait pas de réaction populaire au fait que quelqu'un prenne une arme et le dresse contre n'importe quel concitoyen. Et j'ai bien entendu les polémiques qui ont été faites sur les frères musulmans qui seraient là ou je ne sais quoi. Moi, je ne dis pas que j'étais d'accord avec toutes les personnes de la marche, loin de là. Par contre, moi je trouve ça honteux que le président de la République n'ait pas été là pour une marche telle que celle-ci, qui était une réaction populaire qui doit avoir lieu après des événements comme des attentats. De deux, la deuxième des choses qui me paraît très importante, c'est que dans des moments d'union nationale, comme ça doit être après des attentats, quand il y a eu par exemple le meurtre antisémite de Mireille Knoll, moi j'étais dans la rue comme à peu près tous les partis politiques, y compris l'extrême droite d'ailleurs. Et nous nous sommes fait dégager de cette manif-là par une organisation qui s'appelle la Ligue de défense juive. La Ligue de défense juive est interdite en Israël. C'est une association, c'est une organisation qui est considérée comme pouvant préparer des attentats terroristes en Israël et donc qui est interdite. J'ai défilé avec eux. Ils m'ont viré de la manifestation avec 10 autres parlementaires. Pourtant, je n'ai jamais entendu de polémique sur le fait que la Ligue de défense juive était à cette manifestation. Donc, je ne comprends pas pourquoi on fait des cas différents. Oui, je n'étais pas d'accord avec tout le monde qui était dans la manifestation, mais la réaction populaire qui était dans la rue à ce moment-là, de dire « nous ne voulons pas que dans le pays, on trie les gens selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, selon je ne sais quoi ou je ne sais quoi ». Et juste pour vous raconter une histoire qui, à mon avis, est très parlante sur ce sujet. Vous suivez peut-être aux États-Unis ce qui se passe avec Bernie Sanders, qui est le candidat que moi je soutiens du mieux que je peux, mais en tout cas que j'espère que, en tout cas l'histoire changera, je pense, si Bernie Sanders devient président des États-Unis. Bernie Sanders, il a été rejoint il n'y a pas longtemps par 2 jeunes femmes que vous connaissez peut-être, qui sont Alexandra Ocasio-Cortez et Ilhan Omar. Et à ces 2 jeunes femmes, on leur demande toujours « mais pourquoi est-ce que vous soutenez un vieil homme blanc de 70 ans ?» Et elles répondent aux gens en disant « parce que Bernie Sanders, il transcende les identités. Parce que lui, il a un projet politique dans lequel tout le monde a sa place. Et moi, je suis triste que dans mon pays, les Macron, Le Pen, etc., essayent d'aller vers une division du peuple français sur je ne sais quels critères qui n'ont aucun sens. Nous, notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est ça qui doit ressembler au peuple français. C'est pas la langue, c'est pas la religion ou l'absence de religion. 70% des Français n'ont aucune religion et n'en ont rien à faire de ces histoires. Mais juste, moi, je refuse d'être dans un pays où on va commencer à trier les gens et à faire la guerre les uns entre les autres. Et c'est pour ça que j'étais à cette marche le 10 novembre. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon était à cette marche le 10 novembre. C'est pas pour soutenir les islamistes. Alors après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, c'est pour ça que j'y étais et c'est pour ça que je suis fière d'y avoir été. Parce que je pense que justement, le peuple français, il doit pas se laisser diviser sur des histoires comme qu'on crée de toutes pièces. Et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les islamistes, absolument loin de là, et moi je continuerai à les combattre dans mon engagement politique. Ça c'était sur cette question-là, excusez-moi j'étais un peu long dessus. Que fait la France au Mali? France au Mali, alors vous regarderez, on a fait une question au gouvernement en fait, le jour où les 13 soldats français sont morts au Mali. Une question au gouvernement donc, qui à la fois bien sûr rendait hommage à des hommes qui ont quand même perdu la vie pas pour la France, et ça c'est une des choses qu'on a dit, mais en obéissant aux ordres qu'on leur donnait, et Jean-Luc Mélenchon pour le coup est le seul homme politique qui depuis le début de l'intervention au Mali disait que la France n'a rien à faire au Mali. Et ce qu'on a demandé c'est, bien évidemment il faut faire un hommage à ces hommes qui sont morts dans des conditions qui sont tragiques.
Mais c'est aussi le moment, et c'est ce que nous avons demandé dans la question au gouvernement, que vous pouvez regarder, c'était Bastien Lachaud qui l'avait posé, c'est aussi le moment de reposer justement ce pourquoi nous sommes au Mali et de sortir les forces françaises du Mali parce que nous n'avons absolument rien à faire au Mali. Et ça, pour le coup, c'est une position que Jean-Luc Mélenchon tient depuis longtemps. Les relations incestueuses entre les deux oligarchies, pour vous citer, oui, c'est tout à fait possible d'imaginer une question au gouvernement. Alors à chaque fois, on prend les décisions en groupe, mais c'est une des possibilités qu'on évoquait notamment avec Mourad. Donc oui, c'est tout à fait possible en termes de questions au gouvernement. Et je vais vraiment essayer d'en poser une avant le 12. Et sur la question de l'ingérence, qui est effectivement qui est vraiment une question sensible, qui est aussi, bon, et là on n'est pas naïf dessus, une stratégie du pouvoir aussi pour criminaliser et arrêter toute solidarité internationale, donc ça va aussi dans les deux sens. Qu'est-ce que je peux faire en tant que députée française? Un peu ce que je fais actuellement, c'est-à-dire essayer d'en parler, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est aussi le sens du voyage, et c'est ce que j'essayais d'expliquer. Le voyage qu'on a fait avec Mourad, c'était justement aussi pour tirer des leçons aussi, apprendre des choses aussi de ce que fait le peuple algérien aujourd'hui. En parler dans les médias, en parler dans des interventions. Là, je disais qu'on est en train de préparer une résolution qu'on va proposer aux différents groupes, essayer de faire bouger aussi les autres groupes politiques français et les femmes et les hommes politiques sur cette question. Et puis après, une des choses dans ce voyage qui pour moi était très importante aussi, c'est que ça vous a pas échappé, la plupart des détenus d'opinion aujourd'hui, ils ont mon âge, voire beaucoup moins, même parfois la vingtaine, 20 ans, 22 ans. Moi j'ai 30 ans. Et pour moi c'est aussi important de construire des liens et des ponts entre les jeunesses des différents pays des deux côtés de la rive de la Méditerranée. Et ça c'était une des choses qu'on voulait faire aussi en allant en Algérie, c'est justement aussi de construire ces liens. Et ça je pense que c'est important aussi pour la suite de la lutte, quel que soit l'endroit où ça se passe. C'est que quel que soit l'endroit où les personnes luttent, qu'elles sachent qu'elles ne sont jamais seules et que partout dans le monde, quel que soit l'endroit où on est, il y aura des personnes qui feront écho à ces luttes-là et qui justement aideront aussi à visibiliser, parce que plus on visibilise aussi, plus on permet que tout ce qui est répression, etc., soit aussi moins fort. Je vous assure que les pouvoirs, lorsqu'ils savent qu'il y a des mouvements internationaux sur les personnes qui détiennent, je vous assure qu'ils font bien plus attention à ce qu'ils font, en tout cas ils essayent. Et donc ça c'est une des choses sur lesquelles moi je pense que je peux aider aussi. À la fois interpeller les politiques en France, et puis aussi aider de cette manière-là aussi sur la visibilité de ce qui se passe et la solidarité qui doit exister entre les peuples, parce que les peuples dans le monde ont beaucoup de combats en commun, et surtout pour les deux peuples français et algériens qui partagent les rives de la Méditerranée, qui est quand même à un moment assez crucial. Crise de la démocratie représentative, bon c'est évident, moi-même par exemple je le dis et je pense qu'il faut l'admettre, moi-même j'ai été élue avec à peu près un électeur sur deux qui a voté à mon élection, et on est dans un moment où on se contente d'un système politique où la moitié des gens ne décident pas de qui les représente, des choix politiques qui sont faits, et ça c'est extrêmement grave. Et ça instaure un espèce de régime où concrètement les plus aisés du pays vont toujours voter, et puis les 3 millions de gens qui sont non inscrits du pays, les 6,5 millions de gens qui sont mal inscrits, sont souvent les gens les plus pauvres du pays. Et moi ça me pose un problème fondamental, d'où l'idée aussi de la constituante, de la possibilité de réappropriation du politique, et surtout de rappeler que le souverain en République c'est le peuple, et que le peuple doit pouvoir garder ses capacités d'intervention. Et pour le coup sur la question de l'État centralisé par rapport à l'exemple notamment de la Suisse qui était donné, moi je pense que ce qu'il faut absolument quand on remet à plat toutes les règles qui régissent notre vie commune, les règles du jeu, de la Constitution, la chose qui est importante et pour laquelle nous on ferait campagne par exemple s'il y avait cette constituante, c'est qu'on garde cette possibilité d'intervention populaire tout le temps.
Parce que là, concrètement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous rappelez de l'élection de François Hollande. François Hollande, c'était je renégocierai les traités européens, je mettrai en place le récépissé contre le faciès, etc., etc. Et puis à la fin, pendant 5 ans, il n'y a rien de tout ça, voire le contraire de tout ça. Et pendant 5 ans, les gens ne peuvent rien faire. C'est-à-dire qu'en 5e République, on ne peut rien faire sur cette question-là. Donc moi, je pense que ce n'est pas tellement la question de l'État centralisé ou pas. C'est comment est-ce qu'on garde une intervention du peuple. Et par exemple, dans les choses que nous, on propose, en plus de la Constituante, dans les choses qu'on aimerait qu'ils soient inscrites dans la Constitution, il y a notamment le référendum révocatoire. Vous vous présentez pour être président, donnons un exemple très simple, pour 5 ans, vous faites des promesses, vous dites ce que vous allez faire, ça c'est tout à fait normal, sauf que au bout, alors ça il faut le décider collectivement, de 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, à mi-mandat, ça c'est faut mettre des règles. Si tant de % de l'électorat se mobilise en faisant une pétition, eh ben on refait une élection. Et soit les gens disent tu peux continuer, on a confiance en toi, c'est bon, soit non, tu dégages parce qu'en fait tu tiens pas tes promesses. C'est quoi l'effet vertueux de ça? L'effet vertueux de ça, ça veut dire que le peuple garde le pouvoir sur ses élus et que les élus, ils peuvent quand même pas dire n'importe quoi lorsqu'ils veulent se faire élire parce que sinon, ça leur pend en nez qu'au bout de la moitié de leur mandat, ils se font dégager par le peuple. Et bien ça, c'est un outil qui est intéressant, par exemple. L'autre, c'est le référendum d'initiative citoyenne. De dire que le peuple peut... alors là encore, il faut fixer le seuil démocratiquement, enfin, faut choisir le seuil, mais le peuple peut demander un référendum pour révoquer une loi, pour proposer une loi, pour proposer un changement de la Constitution, et ça, c'est ce qui permet justement l'intervention du peuple. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on a un Parlement français qui ne représente absolument pas le peuple. Vous savez combien de chômeurs il y a à l'Assemblée nationale? 0. Vous savez combien il y a d'ouvriers à l'Assemblée nationale? 1. Sur 577 députés. Donc je vous imaginez, par rapport, si vous collez à la situation du pays, on en est quand même extrêmement loin. Et alors je reviens du coup sur la question du gourou, donc, même si pour moi Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas un gourou, mais en fait, on est quand même dans un système actuellement de 5e République. Et la 5e République, aujourd'hui, on peut le regretter, et nous on le regrette, on veut sortir de ce système de monarchie présidentielle, comme on appelle ça, mais aujourd'hui on est dans cette situation-là. Et donc cette situation-là, elle impose de présenter quelqu'un aux élections présidentielles. Et de fait d'incarner par quelqu'un à un moment le programme qu'on porte. Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui aime bien transmettre, notamment à des jeunes, transmettre aussi l'expérience politique qu'il a. Moi, je connais pas beaucoup d'hommes politiques qui ont, comme ça, réussi aussi à faire rentrer sur la scène politique des gens qui n'en avaient jamais fait avant, à qui il transmet. Mais il y a un moment où, effectivement, on incarne en un homme, parce qu'on est en 5e République, le programme qu'on porte et les idées qu'on porte. Mais c'est pour ça que nous, la solution qu'on porte, c'est justement d'en sortir de cette monarchie républicaine. Et sortir de cette monarchie républicaine, ce ne sera possible que en faisant cette constituante et que, justement, les gens puissent reprendre la main sur leur destin et sur comment nous voulons vivre ensemble à l'avenir. Et puis la deuxième des choses... sur l'islamisme, pour revenir encore une fois dessus, bon, il faut faire quand même la distinction parce que c'est quand même important, nos concitoyens de confession musulmane ne sont pas des islamistes politiques, je pense que c'est quand même important de le dire. Et puis la solution qu'on trouve, eh ben, elle s'appelle la laïcité. Et la laïcité, c'est justement de dire que chacun et chacune est libre de croire en ce qu'il veut dans sa sphère intime, mais que ça ne rentre pas dans la sphère politique et publique. Et je pense que ça, c'est la meilleure manière qu'on a, le meilleur outil qu'on ait pour pouvoir vivre ensemble et pouvoir vivre ensemble justement de manière démocratique et sans que ces questions-là viennent polluer le débat politique. Voilà. Non mais voilà, si je dois le dire en une phrase, l'islamisme est un fascisme. Voilà, point. Donc sur cette, et ça, la France insoumise peut le dire de toutes les voix que vous voulez. Enfin, je veux dire, chacun des personnes à la France insoumise peut le dire tel que je le dis. On va donner la parole à Mathilde pour conclure. Voilà. Alors, sur la question notamment de la Russie et des États-Unis, bon, je dirais très simplement qu'ils n'ont pas les mêmes formes d'impérialisme, les États-Unis et la Russie. Effectivement, ils interviennent extrêmement différemment dans les conflits ou dans les soutiens ou non-soutiens. Et les États-Unis ayant une forme extrêmement violente d'impérialisme, pour le coup, sur beaucoup de pays, mais la Russie l'a d'une autre manière, en fait. Et voilà, je pense que c'est juste comme ça qu'on pourrait
déterminer les choses si je dois aller très vite sur cette question. La deuxième des choses, c'est comment on dégage une oligarchie. Alors ça, c'est toute la question qu'on se pose pour tous les peuples du monde. Alors si on avait trouvé la recette clé, on le saurait malheureusement. Mais je pense que pour le coup l'Algérie elle en prend une voie qui est extrêmement inspirante, y compris pour le peuple français mais pour les peuples du monde, justement parce que la seule manière de battre une oligarchie extrêmement puissante qui a les forces de l'argent avec elle, c'est la question du nombre. Et moi je pense que pour le coup le peuple algérien il est en train de montrer ça actuellement. Il est en train de montrer que c'est un peuple qui est uni, qui refuse les divisions et qui justement fait masse. Quand vous avez le jour où en France vous aurez un quart du pays qui sort dans les rues, on en reparlera hein, d'où on en sera. Hein. Et pour nous, c'est notre seule arme, notre seule force qu'on a contre eux, c'est le nombre qu'on est. Et que justement la majorité sociale du pays, la large majorité des gens n'en a que faire et n'a qu'une envie, c'est de renverser ce système de privilèges qui existe encore bon, dans beaucoup des pays avec bon, la question de l'utilisation pour pouvoir survivre pour ces régimes-là, qui n'est que la force et la corruption. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis, du coup, ça m'amène un peu à ma conclusion aussi, c'est que aujourd'hui, on vit quand même un moment qui est enthousiasmant dans le monde. Enthousiasmant en même temps, bon, qui pose plein de questions, parce que quand je disais tout à l'heure, Irak, 400 morts en ce moment en Irak, Chili, déjà 300 personnes éborgnées, et puis plus d'une centaine de morts, bon, Algérie, 400 détenus d'opinion, l'Iran, à Haïti, au Liban, enfin bon, donc il y a à la fois ces révolutions citoyennes qui sont en train de fleurir à plein d'endroits, et puis cette répression extrêmement féroce qui existe. Et moi je pense qu'on est vraiment dans un carrefour sur beaucoup des points. Et en France, j'espère qu'aussi on suivra cette inspiration. On a déjà eu les gilets jaunes, alors c'était marrant parce qu'en Irak on se retrouvait avec... en Irak il y a un an, il y avait des gens avec des gilets jaunes qui étaient là, donc ça a aussi fait des mouvements d'inspiration et j'espère que ces mouvements d'inspiration ils vont aller de part et d'autre et pouvoir justement faire en sorte que les peuples se libèrent des oligarchies qui aujourd'hui leur détruisent les conditions d'existence et les conditions de vie. Et l'urgence écologique, elle rapporte ça encore plus à une question pressante de temps, de dire maintenant il faut que ça change immédiatement parce que sinon c'est la survie de millions de personnes qui est en jeu et la survie de millions de personnes, ça sera pas Bill Gates et ses amis là qui sont en train de voir pour avec le fondateur de PayPal de construire des îles artificielles pour échapper à l'urgence écologique, mais ça sera d'abord et avant tout, et ça se voit déjà par exemple au Bangladesh, d'abord et avant tout les plus pauvres de cette planète qui vont le subir, qui vont crever de faim, qui vont devoir migrer avec 250 millions de réfugiés climatiques. Donc cette question-là, on est vraiment à un moment crucial de notre histoire humaine. Et je le redis en tant qu'espèce aussi, parce que l'urgence écologique, elle nous renvoie à notre statut d'espèce qui dépend des autres espèces vivantes autour de nous. Et donc on est à ce moment de carrefour et avec... En tout cas, j'ai l'espoir de ça, un monde qui est en train de s'écrouler et un monde qui est quand même un monde construit sur un monde largement de malheur où des centaines de milliers de gens, pour parler juste de la France, des millions de gens même vivent sous le seuil de pauvreté dans un pays extrêmement riche, sont sans emploi. Un monde qui, moi, me révolte aussi et c'est pour ça, je pense qu'on est militant aussi à des moments parce que on a envie de changer les choses et j'ai l'impression et j'ai espoir que... partout, avec ce que font les peuples dans le monde, on est en train de faire écrouler ce monde-là et que le nôtre, celui qu'on construit, je ne parle pas du nôtre au sens partisan de la France insoumise, mais de toutes celles et tous ceux qui se bougent un peu partout pour qu'un avenir meilleur advienne, le nôtre, il est prêt à naître et il n'attend que ça. Et j'ai espoir qu'on arrive à ça et pour moi, la révolution citoyenne en Algérie, c'est un des plus beaux exemples de ce qui existe aujourd'hui dans le monde de révolution citoyenne. Donc je suis de tout cœur avec celles et ceux qui luttent et un grand merci à vous pour cette discussion fort intéressante. Mille fois merci. Merci Mathilde Brateau d'être venue au Café littéraire de l'Impondérable. Vous pouvez continuer la discussion autour d'un verre. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci à toi. Bien sûr.